Paris, le 16 juin 1962. Ceci est l'épilogue de l'histoire de ma vie que j'écrivis à Maxula Radès au mois d'août 1946, en souvenir du 50e anniversaire de ma sortie de l'école de Tedd Toufella, en Kabylie. Je dédiai ce récit à mon fils Jean, auquel je le confiais. J'avais essayé de l'ouvrir à Erela Ali en 1953, mais je compris que cela déplaisait au papa. Et comme je ne voulais pas le chagriner, je remis le cahier dans son tiroir, dont seul il avait la clé pendue à la chaîne de sa montre. Cette suite, je la dédie à ma fille, Taos, Marie-Louise Amrouche, en souvenir des ancêtres, de la maison vieille abandonnée, en souvenir du pays kabyle, que nous ne reverrons sans doute pas, en souvenir de son père, de ses frères morts. Je lui lègue tout ce dont j'ai pu me souvenir, ces lignes si maladroites, car ma vue baisse de plus en plus, et mes mains tremblent. Et il me faut faire des efforts pour écrire de façon lisible. J'ai eu tant de malheur. Quand j'écrivis le début de cette longue histoire, c'était en Tunisie, dans la villa de Radès, à 10 kilomètres de Tunis. Mais à force d'économie et de privation, nous avions fait construire au village natal une maison. Les enfants, ma belle-mère, la Johra et moi, nous venions y passer les vacances. C'est ce pays qui a inspiré à Taos les passages de son livre, qu'elle a situé à la source des pèlerins. Tala al-Hajj, jardin de montagne du grand-père Ahmed. Mon mari avait toujours voulu revenir finir sa vie dans son village natal. Au moment de sa retraite en 1935, notre plus jeune fils René faisait encore ses études. Nous dûmes rester en Tunisie pour lui permettre de les terminer. Tous les grands avaient déjà quitté la maison pour Paris, où ils s'étaient établis. Après la guerre de 39-40, la maison s'étant vidée, nous pûmes songer à retourner en Kabylie. Tous les enfants étaient partis, les uns morts, les autres en France. En 1953, nous trouvâmes enfin, par miracle, un acquéreur pour notre maison de Radès. C'était un propriétaire de Hammamet. René venait d'être nommé journaliste à Radio Tunis. C'est le 15 mai 1953 que nous pûmes quitter la Tunisie. La compagnie fermière des chemins de fer tunisiens fit bien les choses. Elle offrit un wagon gratis pour notre déménagement. Nous arrivâmes à Erela Ali. Pendant notre dernière absence qui avait été longue, beaucoup de nos parents étaient morts. La Johra et son frère Hamma avaient disparu, mais le vieux grand-père Ahmed vivait encore, bien que paralysé des jambes. Sa femme Zahra s'occupait de lui. Elle s'efforçait de le tenir propre, bien qu'elle fût elle-même malade. Il ne manquait de rien. Elle me disait, son nom est grand, il ne faut pas que les visiteurs le trouvent déplaisant à voir. Car il était très respecté, et les gens venaient le saluer à cause de son âge et de son infirmité. Le père de Charlotte, El-Mouhou ou Ahari, était encore de ce monde, mais très diminué. Nous nous installâmes chez nous, dans les 2 pièces de l'étage. Celle du bas servirent d'atelier. Belkacem y plaça son établi de menuiserie, avec tous ses outils et ses marteaux. Les grandes pièces de l'étage reçurent tous les vieux meubles rapportés de Tunisie. Mon mari y appela le maçon pour réparer la toiture et les plafonds. Le balcon fut agrandi, couvert. 2 gros piliers soutinrent la construction. Belkacem fit ouvrir 2 baies dans le mur de la rue pour donner de la lumière et acheta un poêle pour chauffer la maison. Le balcon devint ainsi une véranda vitrée de 11 mètres de long sur 3 de large, dont il préleva 3 mètres pour la cuisine, qui eut une fenêtre du côté de la poste.
Il fit bâtir des cabinets près de l'escalier, mettre l'eau courante et l'électricité. Dans la cour poussait le figuier greffé par le grand-père et l'olivier ombrageait l'escalier de pierre. Belkacem fit redresser la clôture, crépir tous les murs de façon que nous fussions bien chez nous. Nous préparions nous-mêmes notre cuisine, car le papa n'aimait pas les curieux. Le village était bien achalandé. Le boulanger nous apportait le pain à domicile. Nous finîmes tranquillement cette année 1953. Le soir, nous nous promenions sur la route, parfois jusqu'à l'école, en direction de la gare. Mais c'était trop beau. En 1954, commença la guerre d'Algérie. Au mois de janvier 1954, mon beau-père Ahmed Ouamrouch mourut. Il avait neigé toute la nuit. On télégraphia à ses enfants domiciliés à Tunis. La voiture du courrier qui aurait dû les ramener de la gare ne put même pas y descendre à cause de l'épaisseur de la neige. Mon mari avait couché au village d'en haut, auprès de son père, qui mourut dans la nuit, en portant une cuillère de couscous à sa bouche. Quant à ses deux fils, ils montèrent à pied de la gare, malgré la neige, et arrivèrent trempés et épuisés. Ce ne fut que le lendemain, plutôt le surlendemain, qu'on put enterrer le grand-père. Dans la même semaine, mourut El-Mouhouf Ouhouari. Moi, j'étais couché avec une forte bronchite et ne pus assister aux obsèques. Charlotte, venue d'Alger, me rendit visite. Nous eûmes une discussion à propos d'Henri. Elle repartit pour Alger, sans nous faire ses adieux. Nous vécûmes presque paisibles ces années 1954 et 55. Mais le feu couvait depuis l'affaire d'Aris et du maître d'école assassiné. Dans les mines, dans les fermes régna le désordre. L'armée s'installa petit à petit dans les villages. Le maquis se constitua. Il y eut le couvre-feu à 7 heures du soir et des tueries des deux côtés. En février 1956, les Pères Blancs déclarèrent que les ménages chrétiens devaient quitter leur demeure, car les musulmans risquaient de les massacrer. Dans l'affolement général, il fallut partir n'importe où. Comme tous les hivers, j'étais couché. Je dus me lever, faire mes valises, et le lendemain, après avoir donné aux sœurs toutes mes provisions, je montai avec sœur Suzanne sur le camion d'Hubert. Dans ce camion qui avait pris place, les Ouari qui rejoignaient leurs filles et les Ahouel qui allaient à Tizi Ouzou. Nous nous arrêtâmes chez un parent qui nous offrit son lit. Il ne restait au village chrétien d'Ir Ali que Marie-Rose, la mère d'Hubert et le postier. Le lendemain, nous prîmes l'avion à 10 heures du matin à Maison-Blanche. À 13 heures, nous étions à Paris. C'était le début de février 1956. Depuis la dispersion des enfants, nous étions revenus en France à plusieurs reprises. En 1949, pour le 50e anniversaire de notre mariage, Jean s'était tout juste installé au boulevard Malherbe. Nous étions passés par Monosque, où nous avions vécu quelques semaines, chez Marie-Louise Taus, et où je fis la connaissance de Jean Giono. Nous fêtâmes nos noces d'or dans la maison de campagne de Sargé-sur-Braille, en même temps que le baptême du petit Pierre, le dernier-né de Jean. Un autre voyage nous mena à Lourdes en 1953. Mon mari pensait que la Vierge me reconvertirait, mais c'est le contraire qui se produisit. Il me parut odieux de voir toutes ces bondieuseries étalées et le commerce qui s'en faisait. C'était encore pire pour moi que d'avoir entendu un père me parler de la restriction mentale ou mensonge déguisé à propos de la confession. Ce pèlerinage à Lourdes nous acquittait d'un vœu exaucé par la vente de notre maison de Radez. Quand nous débarquâmes chez Jean en février 1956,
par -13, avec une petite mallette, pour un temps indéterminé. Notre fils ne put nous cacher que nous lui posions un problème. Nous accueillir pour les vacances était une chose, nous garder pour toujours une autre. Particulièrement susceptibles en ces circonstances troublées, nous fûmes piqués au vif que Jean nous suggéra d'envisager une installation indépendante à Paris ou en banlieue. J'allai trouver ma fille et la mis au courant. Elle offrit de nous prendre chez elle, mais au bout de quelques semaines, nous préférâmes nous installer à Sargé. Au mois de mai, nous partîmes pour Sargé, où nous passâmes l'été et l'automne. On nous écrivit d'Algérie que la famille du postier était revenue à Ir el Ali, et mon mari rassuré décida de repartir. Il fit les démarches nécessaires, obtint les papiers qu'il fallait. Au mois de février 1957, nous reprîmes l'avion pour Alger, malgré l'appréhension de nos enfants, surtout de Jean. En posant les pieds sur le sol d'Algérie, je dis « Adieu la France ». Mon mari me répondit « Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai plus de ton eau ». La suite demain. Vous pouvez vous abonner.